Régis Brouard, l'entraîneur du Sporting Bastia qui évolue en Ligue 2, nous a donné ses clés de la réussite et des conseils pertinents pour les jeunes footballeurs qui veulent devenir professionnels. Bonjour Régis, comment allez-vous? Mm. Bonjour, très bien, merci. Et vous? Super, merci. Vous êtes actuellement entraîneur au Sporting Club Oui. Bastia. Comment résumeriez-vous votre carrière de footballeur? J'ai été 13 ans professionnel, je sors du centre de formation de la Auxerre, qui n'a pas été simple parce que c'était le centre de formation numéro un à ce moment-là, la génération de toute l'école de Giroud, où il y a beaucoup de bons jeunes. Donc je suis pas passé par ce cursus. Après, j'ai retrouvé un club qui jouait en troisième division à ce moment-là, qui était Rodez. Et puis j'ai fait toute ma carrière petit à petit, de partir à Montpellier et puis tout un tas de clubs de Ligue 2, plus de 450 matchs en professionnel. J'ai eu la chance de jouer un match de Coupe d'Europe, de Coupe des Coupes, un quart de finale contre Manchester United avec Montpellier, où j'ai été remplaçant sur le match aller. Je suis rentré et j'étais titulaire au match retour. Malheureusement, on s'est fait éliminer. Donc voilà. Et puis par la suite, ma carrière d'entraîneur, qui était très, je vais pas dire anticipée ou préparée, parce que j'étais très curieux à travers tous les entraîneurs et tous les clubs que j'ai pu faire, puisque j'ai fait 10 clubs ou 9 clubs. Mhm. Ouais, on m'a toujours confié aussi le brassard dans les clubs où j'ai évolué. Donc j'avais toujours des relations très particulières avec mes entraîneurs, pour essayer de comprendre quel était le métier d'entraîneur et la difficulté de ce magnifique, ce magnifique métier. Et justement, votre carrière, elle s'arrête à l'AS Cannes en 2003. Et par la suite, vous êtes dans la même année entraîneur. Comment s'est passée votre reconversion? À partir de la trentaine, j'ai arrêté ma carrière à 35 ans à la SCAN. Mais dès l'âge de 30 ans, dès que j'ai commencé, j'ai pas senti que c'était la fin, parce que quand on est joueur, on veut toujours jouer le plus longtemps possible. C'est sûr. Mais j'ai commencé à préparer mes diplômes d'entraîneur. Et j'ai eu la chance, parce que la chance fait partie aussi de la carrière des uns et des autres. On m'a donné la possibilité et l'opportunité de pouvoir entraîner Rodez, qui était à ce moment-là en National 3, sur un dépôt de bilan. Et comme c'était un club où j'avais évolué en deuxième division, et bah, les gens se sont souvenus de moi. Et puis il y a des entreprises, des entrepreneurs qui ont voulu reprendre le club et qui ont fait appel à moi en tant qu'entraîneur. Donc j'ai eu cette chance de reconversion relativement assez vite et rapide. Et puis grâce à ça, ça m'a permis d'enchaîner par la suite. Vous parlez de chance, pardon, mais est-ce que cette chance, vous êtes parti la chercher? Parce que avant, les joueurs n'étaient pas aussi bien encadrés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les réseaux qui sont pour beaucoup. La technologie, bah, elle a ouvert plus d'opportunités professionnelles. Donc, on peut dire que les jeunes joueurs d'aujourd'hui sont plus encadrés et préparés à leur après-carrière que vous l'aviez été à votre époque. Vous avez raison. Effectivement, moi, ma génération, même si on était cadré, même si on était, voilà, il y avait des choses qui étaient mises en place. Aujourd'hui, il y a tout un tas de choses où, si le joueur se prépare correctement ou bien, ou anticipe un peu l'avenir, il a de quoi bien se préparer. Nous, en fait, ma génération, en dehors d'être focalisé sur notre carrière de footballeur, en fait, la suite, on la connaissait pas trop. Dire, ma génération, j'ai encore des potes avec qui j'ai joué. Il y en a quelques-uns, bah, là, en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, ils ne savent pas trop dans quelle branche ils veulent aller, entraîneur, rester dans le milieu du foot, faire de l'immobilier, Après, il y a des gens qui vous proposent tout un tas de choses parce que vous avez été professionnel, et en fait, vous n'arrivez pas toujours à trouver votre voie. Moi, je savais et je voulais faire ça. Je savais que je voulais continuer dans le foot et que je voulais tenter ma chance en tant qu'entraîneur. Alors après, ma chance en tant qu'entraîneur, souvent,
On commence par les jeunes. Mais moi, je voulais commencer tout de suite avec les adultes. J'ai eu la chance quand j'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Rodez, j'ai été joueur à Rodez, avec qui ça s'est bien passé dans l'ensemble. En fait, il y a les dirigeants qui sont toujours présents. Et quand vous avez été correct avec ces gens-là, bah, parfois, ces gens ils peuvent vous rappeler parce qu'ils ont suivi votre carrière. Et ça a été, et ça a été le cas. Et en fait, ça a été le début de ma carrière. Voilà. Et c'était justement l'une de mes questions parce que c'est le cas aussi pour Red Star. Vous avez joué pour les Red Star en 97 et vous avez été entraîneur en 2017-2018. Donc, sur quel aspect, en fait, ça vous a aidé d'entraîner une équipe dont vous-même, vous avez défendu les couleurs? Ça m'est arrivé avec Nîmes aussi. J'ai été joueur à Nîmes et j'ai entraîné Nîmes. Et bizarrement, tous ces clubs m'ont rappelé ou m'ont appelé pour entraîner. Et j'avais été joueur, donc il faut croire que je leur ai laissé de bons souvenirs. Et je peux vous assurer que ce n'était pas toujours le cas. On s'est disputé quelques fois quand j'étais joueur. Mais en fait, à chaque fois que j'ai présenté un projet pour entraîner le club, quelles étaient mes ambitions, quelles étaient mes envies, en fait, comme j'étais passé par ces clubs, ils me connaissaient. Et en fait, eux comme moi, ont gagné beaucoup de temps. Ils connaissaient la ville. Donc, quand vous arrivez dans un endroit, c'est pas toujours simple de s'acclimater, de trouver sa place. Et moi, je connaissais très bien tous ces endroits. Donc, on gagnait du temps et ça a été, je pense, une des raisons pour laquelle les dirigeants ils m'ont donné leur confiance pour pouvoir les entraîner. On parlait de reconversion professionnelle. Vous qui avez été joueur et entraîneur, est-ce que selon vous, c'est la responsabilité du club ou des entraîneurs de préparer les joueurs à l'après-carrière ou bien vous êtes plutôt dans l'optique de chacun doit se contenter de remplir son rôle? Je pense que la responsabilité est partagée. Euh, les clubs aujourd'hui ont tellement d'avantages où les clubs sont très structurés pour accompagner les joueurs en fin de carrière parce qu'il y a des joueurs dans les effectifs qui ont un certain âge et qui vont se terminer. Je pense qu'il y a les moyens pour les clubs de leur trouver une phase de reconversion, de poste en interne ou de les aider à les orienter sur autre chose. Donc ça, c'est la responsabilité du club. Et deuxième, il y a la responsabilité de soi. Vous avez fait votre carrière de joueur, vous devez savoir et vous savez que la carrière de joueur va s'arrêter. En fait, il faut anticiper et préparer ça. Alors, quand vous ne savez pas quel sujet ou quelle orientation, vous pouvez vous en donner les moyens. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez chercher, vous pouvez regarder, vous pouvez discuter, vous pouvez rencontrer. Parce que quand vous êtes joueur professionnel, vous savez que vous avez la chance de rencontrer beaucoup de monde. Mhm. Et parfois, une bonne rencontre peut vous amener à une reconversion intéressante. Et il y a des joueurs que je connais qui sont installés dans des cabinets d'assurance aujourd'hui, dans des cabinets immobiliers, et ils en sont très heureux. Donc en fait, pour moi, c'est relativement assez partagé. Mais après, vous savez, on est des grandes personnes, adultes. On doit anticiper et préparer tout ça. Toute Oui. personne responsable, vous êtes père de famille, vous êtes, oui, vous devez préparer ça. Je veux dire, la carrière de joueur, on sait qu'elle va se terminer à un moment ou à un autre. Vraiment, Et elle va se terminer entre 35 et 40 ans, si vous avez un peu de chance, ou entre 30 et 35 ans, parce que vous avez malheureusement pas de chance, parce qu'il y a une blessure. Alors, c'est pas simple. Je peux vous assurer que c'est pas simple d'anticiper, de préparer l'avenir, parce que vous êtes dans une forme de cocon, vous êtes protégé. On fait tout le nécessaire pour que vous soyez performant, que vous jouez. Mais sa responsabilité, quand même, a son importance. C'est ça, et comme vous aviez dit, pour vous, vous n'avez pas attendu la fin de votre carrière, vous avez déjà passé les diplômes avant, donc c'est toute une préparation qu'il faut déjà entamer quand on est joueur. Vous savez que quand vous êtes entraîneur, vous devez passer tout un tas de diplômes, Mhm. qui est dur à avoir. Hein. Donc, dire, si vous passez tous vos diplômes dans le temps, vous en avez bien pour 5 ans, 5, 6 ans. Donc, en fait, tout ce temps, il faut le préparer, il faut l'anticiper. Donc, si vous commencez pas jeune, Mhm. parce que de commencer à 30 ans ou même avant, ou entre 30 et 35 ans, ces diplômes, vous perdez du temps.
Parce que même quand vous arrêtez votre carrière d'entraîneur à 35 ou à 40 ans, 38, et si vous devez passer tous ces diplômes, bah, ça vous amène tard dans le temps. Et moi, je savais que je voulais faire ça. C'est la raison pour laquelle j'avais anticipé déjà tous les premiers diplômes. Je les ai passés quand j'étais joueur professionnel. Les moyens d'aller là. Et, euh, et je l'ai fait. C'était pas toujours facile, pas toujours simple, mais, euh, mais bon, c'était mon envie. Et en parlant de rôle, que pensez-vous de l'implication de certains parents dans la carrière de jeunes joueurs? Parce que lors de notre échange, vous m'avez mentionné que certains parents vous ont exprimé leur mécontentement face à vos choix en tant que coach. Comment Mhm. on gère en fait la situation entre un jeune joueur et sa famille? Voilà aussi, on a encore. Je trouve que l'évolution de génération ont beaucoup évolué et les rapports parents-joueurs ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, j'ai la sensation que les familles, les parents, Mhm. investissent beaucoup sur leurs enfants. Ils sont, c'est peut-être pas le mot juste, un investissement, mais ils portent beaucoup d'espoir sur leurs enfants. Et comme ils portent beaucoup d'espoir sur eux, ils sont omniprésents. Et l'omniprésence sur un enfant, je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose. Parce que vous mettez automatiquement beaucoup de pression sur l'enfant. Et il faut savoir que l'enfant, déjà, il s'en met énormément lui seul. Parce qu'il veut faire plaisir à ses parents, il veut faire plaisir à son entraîneur, il veut faire plaisir à ses coéquipiers, il veut faire plaisir à ses copains. Donc, il s'en met naturellement tout seul. Et vous rajoutez celle des parents, qui est peut-être la plus difficile à accepter et à comprendre. Et là, les rapports sont difficiles. Et, hum, et j'ai constaté, oui, moi en tant qu'entraîneur, certains parents, entre la pression des enfants et de nous mettre la pression aussi sur les entraîneurs, pourquoi ils ne jouent pas, mon fils est le meilleur, je ne comprends pas. Mais en fait, les parents n'ont pas toujours tous les éléments ou tous les leviers de comprendre pourquoi ils s'entraînent, pourquoi ils ne jouent pas, pourquoi ils ne jouent pas à tel poste, pourquoi ils ne jouent pas à la place de l'autre, à vos yeux, il est meilleur. Après, il y a plein d'éléments qu'on essaye d'expliquer. Oui. Il y a des parents qui le comprennent et qui restent à leur place. Et puis, il y a des parents qui ne restent pas à leur place parce que ils sont pris par l'émotion de leur fils, ils y croient énormément, ils mettent tout sur lui. Et puis, malheureusement, parfois ça passe et parfois ça ne passe pas. C'est ce que nous expliquait un de nos jeunes talents qu'on a interviewé la semaine dernière, Ibrahima Keita, joueur de l'US, pardon, à l'US Bologne. Il nous expliquait que lui, sa famille, en fait, le soutenait, certes, mais quand il s'agit de prendre des décisions professionnelles, c'est vers ses conseillers qu'il se tourne et sa famille est totalement d'accord avec ça. Donc, est-ce que c'est justement cette mentalité à adopter, en fait, pour ne pas mélanger, en fait, la carrière et la famille? Alors, le rôle des conseillers, le rôle des agents, on les appelle on veut, ont une place quand même relativement assez importante dans le monde du foot aujourd'hui. Ouais. Alors, effectivement, entre la relation avec les parents et de prendre un peu de recul par rapport à ça et d'être conseillé par des gens, par des professionnels de ce métier, parce qu'ils ont des relations avec des clubs, ils connaissent du monde. Donc, et d'avoir un discours sur la progression de l'enfant ou du joueur. Parce que les parents, on n'est pas toujours dans. J'en parle librement parce que je suis papa aussi. On n'est pas toujours peut-être très objectif par rapport à son fils. Oui. Les agents doivent amener ça, d'avoir une forme d'objectivité et donner des ambitions et des objectifs aux enfants ou aux joueurs. Alors, encore une fois, c'est comme tous les parents, il y a toute forme d'agent. Il y a Totalement. les agents qui se préoccupent énormément des enfants et des joueurs et ils s'en occupent de A à Z dans tous les domaines, pas que sur le terrain. La réconversion aussi est prévue, des placements d'argent, parce qu'il y a des sommes importantes qui peuvent se gagner. Et puis il y a des agents qui ne regardent que leur intérêt sur l'aspect financier, pécule, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans le monde du foot et qui s'occupent pas toujours bien des joueurs. Et ça, parfois, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts et des dégâts pour les joueurs avant tout, pas pour l'agent, parce qu'il y a des joueurs qui se sont perdus à cause de ça. Et encore une fois, on parle de chance. Alors la chance, on peut la provoquer,
C'est ça. Mais parfois, la bonne rencontre aussi est une part de chance. Quand vous tombez sur les bonnes personnes ou sur la bonne personne, ça peut vous permettre de faire une belle carrière. Et au-delà de bien s'entourer, il y a aussi là, le comportement qui compte pour un joueur. Et justement, à Big Keys, on s'intéresse aux U21, aux jeunes talents qui sont approchés par des clubs professionnels. Vous, en tant qu'entraîneur, quels conseils pouvez-vous leur donner? Et déjà, pour commencer, quelle est votre définition d'un bon comportement de footballeur? Déjà, le bon comportement, c'est d'avoir la bonne attitude euh, sur le terrain, que ce soit en compétition ou pour les séances d'entraînement. La bonne attitude, ça veut dire qu'à partir du moment où on vous fait confiance sur des séances d'entraînement, c'est que vous devez respecter ce qu'on vous demande, de ce que vous allez travailler et de vous y investir totalement. Oui. Alors, les entraîneurs, vous savez, ils sont pas fous. Il y a des moments où on sait très bien que chacun a ses problèmes, où on peut passer des moments un peu compliqués, et c'est la vie privée de chacun. Donc, on le sait très bien. Mais d'avoir le comportement par rapport au respect de l'institution qui est le club, l'institution, par rapport aux entraîneurs qui sont en place, je pense que ça, c'est une bonne attitude. Après, il y a, disons, tout à l'heure, on a parlé de l'entourage. Il faut savoir qu'un jeune joueur, on va dire entre 16 et 20 ans, 21 ans, 22 ans, ces jeunes joueurs, ils sont toujours très focalisés sur le foot. En fait, le reste, ça ne les intéresse pas. Et malheureusement, quand on leur parle trop souvent du reste et non du travail, la remise en question, de l'exigence de ce que vous pouvez y mettre tous les jours à l'entraînement, de fixer des objectifs, quand vous sortez les joueurs, des jeunes joueurs de ce cadre-là, et ben, ces joueurs, ils se perdent. Et quand ils commencent à se perdre, en fait, ils ne sont plus performants. Et quel que soit le talent du joueur, hein. Moi, Mhm. j'ai vu des joueurs talentueux se perdre parce que mauvais conseils ou mauvaise attitude ou mauvais comportement, mauvais état d'esprit, de croire qu'on est au-dessus de tout. Et en fait, c'est un mauvais calcul. Et là, le conseil des gens qui sont autour ont leur importance. Mais à la base, il faut savoir que les jeunes joueurs, en fait, ils ont envie de s'amuser, ils ont envie de jouer. Eux, ils ne pensent qu'au foot, ils ne pensent qu'au terrain. En fait, il faut essayer de ne pas les polluer d'autre chose. Ça rejoint ce qu'on se disait aussi, comme il y a beaucoup de concurrence, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire carrière, du coup, la qualité de jeu ne suffit plus. Donc, comment justement ils peuvent se démarquer? Ah, bien là, oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de joueurs, de jeunes joueurs aujourd'hui qui viennent de différents continents, de différents pays, avec des profils de joueurs aussi différents, des joueurs athlétiques, des joueurs qui vont vite, des joueurs petits, des grands. Bon, il y a toute forme de type de joueurs. Et de trouver sa place là-dedans, c'est pas toujours facile. Mais moi, comme je le dis souvent et je le dis à mes joueurs, vous savez, la carrière d'un joueur un entraîneur peut faire la carrière d'un joueur. Mhm. Dire si un entraîneur fait totalement confiance à un joueur et qui veut l'amener où il a envie de l'amener, il peut lui faire toute sa carrière. Alors, il n'est pas obligé de le suivre sur tout son cheminement ou sur toute sa carrière. En fait, d'avoir du talent aujourd'hui ne suffit plus. Par contre, avoir un investissement ou l'investissement, ça peut suffire. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'en rend compte, nous, les entraîneurs et les joueurs passent et on en voit de plus en plus. En fait, on s'en rend bien compte, on voit vite si un joueur a du talent. Mais par contre, un joueur qui s'investit et qui est totalement impliqué, état d'esprit, mentalité, en fait, on s'y arrête énormément aujourd'hui. Si on sent que le joueur, il est dans ces vertus-là, dans ces qualités-là, en fait, notre œil va avoir une importance plus forte que simplement que du joueur qui a du talent. Parce que malheureusement, le joueur du talent pense que ça peut que suffire. Mais en fait, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus et ça ne suffit pas. Dire, nous, les entraîneurs et les clubs, parce qu'il n'y a pas que les entraîneurs, les clubs demandent autre chose. Et justement, est-ce que vous pouvez nous citer 3 erreurs préjudiciables pour un jeune qui veut devenir pro lorsqu'il commence à s'entraîner et faire des apparitions
avec l'équipe première. Donc, par exemple, une erreur à éviter qui est liée au terrain. Voilà, la première grosse erreur à ne pas faire, c'est l'impatience. Un entraîneur, il lance un jeune joueur, il va lui faire un match, deux matchs, éventuellement peut-être trois. Mhm. Ça s'est relativement bien passé pour le joueur. Son nom est dans la presse, dans les journaux, une photo. Et puis l'entraîneur, pour X raisons, il le sort parce qu'il considère qu'il est dans une marge de progression et qu'il a fallu passer par ces étapes-là. Et quand je parle d'impatience, le jeune joueur, il ne comprend pas pourquoi il ne joue plus. Et il ne joue plus, et il ne le comprend pas. Et là, il commence à demander des explications. Pourquoi, comment, à être pressé. Et là, quand vous commencez à être pressé quand vous êtes jeune, je ne dis pas que ça commence à devenir l'échec, mais combien de joueurs on a vu d'être pressés de jouer, d'être titulaires rapidement, pas avoir parce une petite presse positive autour de vous, et vous commencez à vous perdre. Et je pense que le premier défaut à éviter, c'est l'impatience. Il faut savoir que dans la construction d'un joueur, il y a des étapes à passer. Oui, Et les étapes, il faut les traverser. Quoi qu'elle arrive. Alors, il y a des étapes qu'on peut sauter, parce que le talent, l'investissement, allez, on va passer par autre chose, on va sauter une étape. Mais une carrière, ça ne se construit pas d'un coup de doigt. En fait, ça se construit une carrière. oui. Et il faut passer des étapes. Et il faut accepter de passer par ces étapes. Et si vous deviez citer une erreur à éviter, mais liée à l'extra-sportif? Alors, je sais que les jeunes joueurs aujourd'hui, ils ont tellement d'opportunités, de possibilités de s'ouvrir à plein de choses. Oui, Internet, les jeux, les sorties. En fait, c'est votre entourage, vos amis, vos copains, qui vous font croire ou qui vous font semblant de croire que vous êtes un top joueur. En fait, il ne faut pas tomber dans ce piège. Parce que ce piège, il est dangereux. Et des jeunes joueurs, une petite notoriété, gagner un petit peu d'argent, il faut savoir qu'on peut profiter de ça. Et il y a des gens qui profitent de ça et des entourages. Donc je pense que le plus gros, le piège le plus important, c'est quand même son entourage, en dehors de ses choix de vie. Vous savez, genre professionnel, c'est devenu très sérieux aujourd'hui, hein. C'est un vrai métier. Et comme tout métier, il faut se préparer, il faut être sérieux, il y a des choses il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Et ne commencez pas à faire le sens inverse, à faire les choses qu'il ne faut pas faire et après éventuellement faire les choses qu'il faut faire. Voilà, si je peux me permettre. justement, parlons d'un joueur que vous aviez entraîné à l'US Quevilly, qui était à l'époque joueur amateur et qui travaillait à Leclerc. Je parle bien évidemment de Nicolas Palois, euh, qui, Mhm. qui est l'un des piliers du FC Nantes aujourd'hui. Quelle a été votre première impression en le voyant jouer? Nico, c'est bizarre que vous me parlez de Nico. On s'est échangé un message il y a deux jours, il y a deux jours. C'est une grande histoire. J'ai presque envie d'une histoire de père-fils. En fait, quand je suis arrivé, je ne le connaissais pas du tout, à Quevilly. Et, et au bout de trois entraînements, trois, quatre, une semaine d'entraînement, je me dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? En fait, je comprenais pas qu'il soit à ce niveau-là. Je Ah oui, voyais un mec toujours un côté un peu nonchalant, sans objectif, il s'entraînait, il avait des qualités naturelles, mais il n'en faisait pas plus, il n'en faisait pas moins. En fait, et j'ai passé beaucoup de temps avec lui à discuter, à essayer de lui faire prendre conscience, mais je ne te rends pas compte du potentiel que tu as et que en fait, tu devrais faire autre chose. Et il y a eu ce parcours de Coupe de France. Il ne comprenait pas. Et puis, je peux vous assurer on est des heures et des heures de discussion, hein.
Il me disait, mais je suis bien ici avec mes potes. Bon, bref. Je dis, mais tu peux toucher le monde professionnel avec tout ce que ça engendre, l'argent, nanana. Et puis, on fait ce parcours de Coupe de France et on joue contre PSG en demi-finale de Coupe de France. À la fin du match, il vient me voir, hein, on perd 1-0. Il vient me voir, il me dit, je crois que j'ai compris. Je dis, ah, bah ça, c'est la plus. On avait perdu, je dis, c'est peut-être la plus belle des victoires. Et suite à ça, bah, il est parti. Alors, il est passé par des étapes, il a eu quelques échecs, hein. Il est passé par Laval, il est passé par Valenciennes, il est passé par Niort, Bordeaux. Ça n'a pas été simple tous les jours. Et puis, il a trouvé sa place. Et aujourd'hui, bah, c'est un joueur de première division qui est confirmé. Voilà, encore tout à l'heure, on parlait des jeunes, on parlait des étapes, on parlait de plein de choses. Et bah, ça, c'est un parfait exemple, hein, parce que lui, il n'est pas du tout passé par la filière normale. Il était au centre de formation de Caen, ils ne l'ont pas gardé, ils l'ont gardé qu'un an. Et j'étais surpris que Caen n'ait pas gardé ce type de joueur, qui allait vite, gaucher, qui joue derrière, qui avait quand même beaucoup de qualité pour lui. Voilà, la chance, des choix parfois, des mauvais choix, des bons choix. Voilà. Quelles a été, selon vous, les clés qui lui ont permis d'être le taulier d'un club comme le FC Nantes aujourd'hui? En fait, les clés, c'est la prise de conscience. La prise de conscience de ce qu'il était capable de faire Mhm. et la prise de conscience qu'il était capable de jouer à ce niveau-là. Et en fait, je pense que c'était quelqu'un qui n'avait pas spécialement confiance en lui, qui était dans une partie de doute, parce que autosatisfaction, je vais pas me faire plus mal que voilà, je vais pas aller au-delà des choses. Et puis il s'est rendu compte que ben avec un peu de talent, un peu de travail, un peu d'exigence, un peu de répétition, un peu de et puis il a commencé à aligner des matchs de première division et puis il s'est aperçu que bah, c'était devenu un joueur de première division et il a pris confiance en lui et puis voilà. Aujourd'hui, il a plus de 200 matchs en première division et c'est une valeur sûre de la Ligue 1. Et pour finir, quelles sont vos clés de la réussite? Bon, déjà la première, elle est pas, elle est relativement assez banale, c'est le travail, Oui. l'investissement, la confiance en soi, le don de soi, le respect des choses et la patience, qui est une vertu qui s'oublie. Et il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, si vous faites ce qu'il faut, la chance, vous l'aurez. Et ça, j'en suis convaincu, persuadé. Et, et je connais beaucoup de monde et je vois ce qui se passe dans le monde du foot. Et je vois les joueurs, je vois tout un tas de choses. On voit bien souvent que la patience est une des meilleures des vertus en dehors du travail. On arrive à terme de cette Voilà. interview. Merci de votre temps. Merci à vous. Faites attention à vous surtout et prenez soin de vous.